On ne travaille que la nuit, ça nous hante, on ne travaille que la nuit. Eh oui, on ne travaille que la nuit, ça nous hante, on ne travaille. Faites-vous une profession après dominance féminine? Bah oui, je crois. Je crois que l'aide à la personne, plutôt. Plutôt. Oui, c'est l'hôpital, oui, parce que je suis aide-soignante et on est 90% de femmes à peu près. Ouais, 80-90. Oui, elle est infirmière dans le service public. Alors oui, la profession de sage-femme, il y a 2 à 3% d'hommes, du coup des sages-femmes hommes, mais on est majoritairement une profession féminine. Ça a été hyper long à mettre en place parce que les AVS, en fait, dans les pharmacies, elles n'étaient pas considérées comme personnel soignante au début. Donc en fait, quand on allait en pharmacie demander des masques, ils nous disaient que c'était pour les infirmières et les médecins. Donc t'es là, bah en fait, je suis avec une personne à risque plus, donc comment on fait? Au niveau des visites, certains établissements, c'était pas de visite en maternité du tout pendant la période de confinement. Puis après, il y a certains établissements qui proposaient 1 heure de visite par jour. Comme beaucoup de personnes, ça a été un truc de solidarité entre soignants, entre individus. Il y a eu des dons de masques. Mais comme on sait que la durée d'efficacité d'un masque chirurgical, c'est 4 heures, c'était un petit peu compliqué quand même d'avoir un roulement efficace de masque, quoi. Ça a été la galère. Moi, j'ai eu des copines AVS aussi au téléphone qui ne savaient pas comment faire. Du coup, on se refourguait des masques. Il y a eu aussi que ma patronne, à un moment, elle m'a donné un décret avec mon contrat de travail en disant en fait, ils ont l'obligation de le donner à la pharmacie, qui montrait que dans le décret, on était soignante. Et en fait, quand il y allait, la pharmacie ne te les donnait pas. Ah ouais. Du coup, ouais, donc les AVS, elles ont été comme les aides ménagères d'ailleurs, comme toutes les personnes qui travaillaient à domicile. On n'était pas du tout considérées comme des soignantes parce qu'on n'est pas dans un truc de soins d'urgence. Il y a un historique de revendication de la revalorisation professionnelle dans les professions de santé. Pourquoi peu ou pas de reconnaissance selon vous? Ça fait des années que le gouvernement nous a bloqué nos grilles indiciaires, donc on bloqué nos salaires. Ça fait des années qu'on n'a pas d'augmentation. Les seules augmentations, c'est le changement d'échelon, parce que dans la fonction publique, on a des échelons, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment... à l'hôpital, il y a beaucoup de petits salaires. Les aides-soignantes, les ASH en début de carrière, c'est des tout petits salaires. Je ne sais pas quelle personne a décidé que les femmes étaient censées s'occuper des gens, mais en tout cas, c'est historiquement ce qu'on nous a demandé de faire. Et maintenant, on réclame, c'est vrai, depuis le Covid, mais même avant, c'est des années qu'on réclame 300 € pour tout le monde, en plus par mois, mais pour tout le monde, quoi. Parce que l'hôpital, il y a bien sûr les soignants, mais il y a aussi tout le monde. À l'hôpital, ne travaille pas sur une blanchisserie, sur une cuisine. Bien sûr, le gros, c'est les soignants. On réclame 300 € par mois. De plus. En plus, il y avait aussi le côté que c'était assez religieux. Il y avait c'était les bonnes sœurs qui faisaient les soins. Du coup, il y avait un truc vachement de don de soi. Du coup, pour être reconnu, il faut d'abord qu'il soit écouté et ensuite il faut être compris. Donc il y a un problème qui réside, d'après elle, c'est dans le fait qu'elles sont ni écoutées et ni comprises. Alors oui, la profession de sage-femme, c'est une profession médicale qui a connu là récemment un élargissement de ses compétences, par exemple avec la contraception, le suivi gynéco, l'IVG médicamenteuse justement, et que finalement elle est peu reconnue, que dans la population générale c'est assez une image caricaturale de la profession de sage-femme, alors que le métier de sage-femme c'est le métier le plus vieux du monde. Il gère le système de santé, il gère les hôpitaux et le service public comme si c'était une entreprise qui doit être rentable. Du coup, l'argent et les économies sont au centre de leurs préoccupations. Mais en fait, genre quand t'es infirmière, tu fais des rythmes de folie. Tu travailles 12 heures ou tu travailles de nuit. Tu vois des trucs hyper gore, t'as les mains dans le sang, tout est sale, t'es pressé et tout. Et tu sais, genre, en fait, c'est pas du tout des adjectifs, des trucs qu'on met sur ce caractère féminin du soin, où t'es hyper dans le care, où tu fais que des bisous et des câlins, et que tu dis mais si, t'inquiète pas, tout va bien se passer. En fait, t'es là en train de perfuser la personne, t'es là, ça saigne partout, t'as rien de... Tu vois. Du coup, il y a une autre hypothèse qu'elle explique par rapport à ce manque de reconnaissance qui se rattacherait du coup à l'histoire. Donc bien avant que le métier d'infirmière ou d'aide-soignante n'existe et soit reconnu comme une profession,
c'était plus souvent les religieuses qui exerçaient ce rôle et les femmes en général qui étaient considérées comme des personnes qui pouvaient prendre soin des enfants, des personnes âgées ou des malades, comme si c'était un naturel et que c'était leur rôle au regard de la société. Du coup, le prendre soin, à l'origine, a à voir d'une certaine manière avec le don. Donc peut-être que nos gouvernants sont restés dans cette image. Et donc historiquement, la sage-femme, les sages-femmes aussi entre deux représentations, un peu les sorcières, celles qui étaient un peu mystifiées, etc., et la sage-femme bonne sœur. Et que finalement, il y a eu pas mal d'emprise de la profession par le corps médical, par les chirurgiens avant la Révolution, parce qu'ils se sont dit, voilà, quand même, gérer les naissances, ça a quand même un gros impact dans la société, et voilà, il y a un certain pouvoir de gérer ça. Et qu'en fait, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que jusqu'en 1995, l'Ordre national des sages-femmes, c'était dirigé par un médecin. Et que voilà, encore aujourd'hui, l'hôpital, c'est hyper patriarcal comme organisation. Alors, on demande une revalorisation des salaires, comme beaucoup de professions médicales aujourd'hui, notamment autour des primes de nuit, par exemple. Une sage-femme, elle est payée 9 € de plus pour toute une nuit, alors que quand même, travailler de nuit, c'est assez éprouvant. C'est un truc de dévouement, c'est de l'empathie, enfin tous ces mots que tu mets vachement un caractère, qu'on donne un caractère féminin, mais en fait c'est que de la construction sociale, on le sait très bien. Et plus globalement, c'est aussi d'être pleinement intégré dans les décisions politiques qui sont prises autour des professionnels, des professions médicales. Parce que voilà, les sages-femmes, nous, on n'est pas nombreuses et on est des femmes, donc on est souvent oubliées dans tout ce qui est voilà, décisions politiques et société, pouvoir public. On a beaucoup entendu parler de guerre, de sacrifice. Cela a-t-il influencé ce qu'on attendait de vous professionnellement ? Si on fait référence au discours du gouvernement par rapport au Covid, elle dirait oui parce que cela a entraîné une charge de travail supplémentaire et une adaptation importante des modalités de soins. Elles sont avant tout des professionnels du soin et en aucun cas des soldats ou des combattantes qui se sacrifient contre un ennemi invisible. Moi, pas personnellement, parce que je trouve que ma profession, ça demande un engagement tout le temps, quoi, tout le temps, tous les jours, tout ça, et que finalement, continuer à travailler dans un contexte comme ça, ça change pas. Je sais pas comment dire, mais c'est tout le temps, quoi. C'est tous les jours qu'on s'engage auprès des femmes, tout ça. Et que après, c'est sûr que c'est un métier essentiel, donc peut-être que ça m'a donné peut-être un peu de fierté de faire un métier comme ça. Mais après, ça s'arrête jamais, quoi. Les femmes, elles s'arrêteront jamais d'avoir une sexualité, d'accoucher, donc j'étais contente en tout cas d'être présente pour elles. Après, je trouve que les mots guerre, sacrifice, c'est des mots très forts et je m'y reconnais pas forcément. Pour moi, c'est vraiment tout le temps, en fait, c'est un engagement de tous les jours. C'était très très flou. On sentait que les masques, comme ils n'en avaient pas, il n'y avait pas besoin. Quand ils sont arrivés, il y en avait besoin. C'est pour ça qu'on leur fait plus confiance. Mais là, je parle pour moi, mais beaucoup de mes collègues font plus confiance à notre direction. Et pendant le confinement, ils nous ont exploités. Et encore, rien n'a pas été touché comme ailleurs. Mais ils nous ont changé nos roulements, ils nous ont mis en congé forcé un peu chez nous, AAP, comme ils appellent ça, donc absence autorisée payée. Mais s'ils avaient besoin de nous, ils nous rappelaient. Moi, ils m'ont rappelé une fois à 1 heure, pour midi et demi pour 1 heure. Vous voyez, j'avais prête. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bouscules. On a été bousculés quand même dans notre vie, mais pas touchés quand même par beaucoup d'établissements, et tant mieux pour nous. Non, parce que j'ai vu tout de suite la grosse carotte de ce vocabulaire de guerre politique que j'ai pas du tout eu envie de jouer avec ça. Parce que justement, je trouve que c'est continuer avec le truc historique de dire que les soignants ils doivent donner corps et âme pour sauver la population et participer à l'effort de guerre. Mais en fait, les soignants, ils n'ont rien demandé là-dedans. C'est des décisions qui font qu'il y a la guerre et les soignants ils ramassent après. Donc après là, il a utilisé ce discours de guerre. Moi j'ai trouvé ça hyper déplacé parce qu'on n'était pas en guerre en fait. On n'était pas en guerre en fait, on va se détendre.
Je pense que des gens qui vivent la guerre, ils vont dire qu'ils n'étaient pas en guerre. Et dans l'organisation actuelle de la santé, est-ce que vous estimez pouvoir être dans le soin? Alors dans certains services, c'est la course. Donc on fait notre soin. On ne va pas dire qu'on ne fait pas les toilettes et tout ça, on le fait. Mais on n'a pas le temps qu'il nous faudrait. On donne à manger aux malades parce qu'il ne faut pas noircir le tableau pour la population. Mais on court tout le temps et c'est vrai que des fois on s'en va le midi, mais on n'est pas content parce qu'on n'a pas parlé. Et la discussion c'est très important pour les... Quand on est dans un lit, surtout en ce moment, ils n'ont pas de visite les patients. Donc de pouvoir leur parler 5 minutes c'est quand même important. Alors c'est souvent difficile. Après personnellement moi j'essaye toujours de donner de la qualité de temps plutôt que de la quantité. Donc voilà, être présente 2 minutes pour une personne et vraiment lui apporter toute notre présence vraiment dans l'ici et le maintenant, c'est presque autant parfois que passer 30 minutes à discuter à droite à gauche comme ça. Donc moi j'essaye vraiment de condenser ma présence pour que ça soit possible en tout cas de prendre en charge plusieurs patientes à la fois. Alors que voilà, le top du top, ça serait d'avoir une patiente en travail au niveau de l'accouchement, quoi, une patiente à la fois, alors qu'aujourd'hui, des fois, on en a 2 en travail, plus plein de consultes à la fois, tout ça, et c'est vrai qu'on s'éparpille et que c'est très très difficile de faire bien son métier et d'être pleinement disponible pour les personnes, alors que vraiment, ça serait essentiel en tout cas d'offrir ça aux femmes. Du coup, comme j'ai dit au début, j'étais infirmière avant et je ne suis plus infirmière. Et c'est justement parce que je ne pense pas qu'on peut être dans le soin que je ne suis plus infirmière. Il faut faire la part des choses. Il y a des services, je pense, c'est pas pareil. Il y a des établissements, c'est pas pareil. Mais ça reste un problème structurel, un problème systémique. Genre, la politique française, depuis des dizaines et des vingtaines et des trentaines d'années, défonce le système de santé, défonce les soignants, défonce les patients. Et que en fait, non, c'est pas possible d'être dans le soin, dans ce système-là, en fait. Du coup, on assiste depuis 2004 à une marchandisation du soin depuis la mise en place de la tarification à l'acte, donc la T2A, qui est mise en place dans la plupart des services de soins. Cela fait que les financements alloués sont en fonction du nombre d'actes effectués. Faire une opération, c'est ça qui va donner de l'argent à l'hôpital, alors qu'il y a plein de choses aussi qui peuvent se guérir, non pas se guérir, mais être décelées par juste prendre du temps, discuter et être bienveillant avec les gens, quoi. Du coup, les soignants, ils sont soumis à une charge administrative beaucoup plus importante afin de faire valoir les actes effectués au détriment du temps passé avec les patients. En fait, il y a des obstacles qui font que tu peux pas, quoi. Moi, je travaillais en service de chirurgie, en remplacement. À l'école, on t'apprend à avoir 15-20 patients max. T'en as 35, tu fais OK, et t'as des trucs, ça n'arrête pas, et c'est que pour du fric, en fait, clairement. Enfin, là, maintenant, c'est pour aller de plus en plus vite. Ils te demandent d'être efficace, efficiente et rentable dans un service de soins. C'est comme si tu demandais à un prof d'être rentable, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Du coup, pour elle, cela participe à une non-reconnaissance, dans le sens où on ne donne pas aux soignants la possibilité de faire leur travail correctement, pour des raisons économiques, notamment avec la réduction du personnel, la réduction des lits et la réduction des moyens. On ne peut pas traiter l'humain dans une logique de rentabilité et de moindre coût. Et après, je suis sûre qu'il y a plein de soignants, plein de médecins, plein de gens qui sont dans le soin et qui y arrivent. Mais juste, on leur facilite tellement pas la tâche, ça m'énerve tellement. Après, il y a eu un peu tous les temps d'échange, de proximité, etc. qui ont été annulés. Donc, les cours de préparation à la naissance. Par exemple, il y a un endroit dans le service où les femmes, elles peuvent se servir de leur petit déjeuner, se resservir, etc. Un espace un peu ouvert d'échange, de rencontre. Bah, ça, c'était aussi fermé, quoi. Du coup, moi, je suis partie de l'hôpital pour ces raisons-là. Et j'en suis très désolée parce que j'adorerais être infirmière dans ma vie, que j'adore ce métier, mais qu'en fait, j'étais en train de commencer à maltraiter des gens. Je pense que j'ai été maltraitante. Du coup, par ça, je me suis maltraitée. Voilà. J'ai la chance d'avoir une vie qui fait que je peux lâcher mon taf quand j'ai envie de le lâcher. Ce qui a fait que je l'ai lâché. Je comprends pas, il va être où le point de rupture, en fait, pour que les gens se rendent compte que en fait, c'est toi qu'on va soigner, c'est toi qu'on va maltraiter, c'est toi, enfin...
L'hôpital, tout le monde y va en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, on n'a pas de truc de classe sociale, de machin. Alors si, ils font des cliniques pour les machins, mais bon, de fait, on va tous se faire soigner un moment, quoi. Et donc voilà. Quel que soit le soin prodigué, même les soins très techniques, ceux-ci ont besoin d'un support relationnel et cette dimension n'est pas assez prise en compte, à son avis, dans l'organisation actuelle de la santé, car peut-être pas assez rentable pour le système de santé. Donc pour soutenir ce système de soins de qualité qu'il faut remettre parce qu'il a déjà bien été défoncé, attaqué. Donc bien sûr, on vous donne rendez-vous donc, le 8 juin donc, devant le hall de Pontchaillou à 14 h et bien sûr la journée de grève du 16 juin, tous ensemble. Et du coup, ça suffit pas d'applaudir à 20 h, faut aller dans la rue. Travaille que la nuit, on ne travaille que la nuit. J'ai donné à ma carrière santé d'un Kenyan.